Un jour, je ferai un film d'animation. Mais pour l'instant, je vois pas trop par où commencer. Ouais, ok, le scénario, mais ça, on en a déjà parlé. Si je veux faire un film en prise de vue réelle, je sais ce que j'ai à faire. Je sais quel métier recruter. Ce sera du boulot, mais je serai pas perdu. Alors qu'en animation, j'ai vu des making-of, je connais quelques principes, j'ai entendu des termes. Mais si demain je devais gérer la production d'un film d'animation en 3D, je saurais absolument pas quelles étapes respecter. De quoi j'aurais besoin en partant du scénario pour arriver au rendu. Des mini-studios d'animation qui produisent de la fiction, ça court pas les rues. Pourtant, à Toulouse, dans un petit open space, 4 équipes d'animateurs bossent sur leurs films d'animation respectifs. Chaque court-métrage durera 5 minutes et les équipes ont tout juste 1 an pour donner vie à leur œuvre. Pour l'instant, on a un film qui est un peu infaisable. On est 10 à réaliser le film. Déjà, il y a l'aspect créatif, savoir à quoi ça ressemble. Il y aura toute une partie réflexion autour du concept. Le visuel, l'histoire. Mais après, il y a l'aspect technique aussi, c'est comment on le fait. C'est vraiment avancer petit à petit sur l'intégralité. Mais il faut être vraiment très organisé, très carré. Et après ça, on pourra enfin commencer la production. Pardon ? Donc le film est infaisable dans les temps impartis et pourtant vous commencez pas tout de suite la production ? Si on a juste le scénario, il faut savoir à quoi ressemblent les personnages, les décors, mais aussi la direction artistique. La pré-production, c'est vraiment le départ, la préparation, le fait de tous se mettre d'accord sur le thème, le sujet, le visuel, l'histoire, et tout lisser pour que tout soit carré. Parce que pendant la pré-production, le but, c'est une fois que c'est fini, c'est qu'on puisse juste produire limite sans réfléchir. Et pour ça, déjà, il y a l'aspect créatif, savoir à quoi ça ressemble, ce qu'on doit viser. Donc d'abord des recherches en dessin, puis de la 3D. Et en parallèle, il faudra faire des recherches sur du storyboard, donc faire une BD dans notre univers, pour par la suite à faire une animatique 2D. Donc là, ça donne plus les timings, ça donne plus une idée de l'enchaînement des plans. À la fin de la pré-prod, on a une animatique du film, des turns de personnages, de props, une vision sur tout le film, des mastershots qui montreront des visuels du film, lighting, texturing, tout ça, mais en dessin. Et le scénario aussi, oui, qui sera traduit en 2D animé avec l'animatique. On a aussi on avait des petits problèmes de communication entre nous parce qu'on est 11. Il y a une phase qu'on appelle la phase de R&D, Research and Development, qui est vraiment une phase où le temps est incertain parce qu'on ne sait pas si quand on est dans cette phase, c'est qu'on ne sait pas comment on va le faire et si on va y arriver. On a une pré-prod un peu particulière parce que comme on est sur des robots, c'est vraiment compliqué à conceptualiser. Nous, on est encore sur des questions de comment est-ce que les robots vont bouger, réfléchir les mécanismes et tout. Donc on commence à faire des recherches, à préparer des outils, à l'intégrer dans le pipe, tout ça, et à savoir à peu près comment ça marche. Ça dépend aussi des enjeux que pose le film. Et ce temps-là, c'est du temps qu'on va peut-être rattraper plus tard. On pourrait être plus efficace sur d'autres tâches en production. Donc c'est un équilibre à trouver avec les enjeux du film, en fait. Il n'y a pas de durée fixe. Et après ça, on pourra enfin commencer la production. Ok, donc la phase de pré-production en animation, c'est vraiment une étape indispensable. Teach me. Ok. Mais d'abord, les films sur lesquels travaillent ces animateurs, c'est la dernière épreuve de leur parcours étudiant. Et dans cette vidéo, en partenariat avec l'ESMA, j'ai pu leur poser toutes mes questions sur la phase de pré-production en animation 3D. J'ai énormément appris en faisant cette vidéo et mon but c'était de synthétiser tout ça pour que vous puissiez profiter au mieux de toutes ces informations. Mais vous aussi, vous pouvez poser vos questions aux étudiants de l'école en allant les rencontrer aux journées portes ouvertes de l'ESMA. L'ESMA, c'est l'école supérieure des métiers artistiques. Elle propose des formations mondialement reconnues dans l'animation, le design graphique, le jeu vidéo, et elle est présente dans plusieurs villes. Si jamais vous vous posez la question d'une orientation dans ces métiers-là, je vous encourage à aller les rencontrer aux journées portes ouvertes et à leur poser toutes vos questions. Il y a les dates juste ici et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de l'ESMA avec le lien en description. Cette dernière année à l'ESMA, c'est vraiment un passage au feu. Les étudiants sont vraiment en conditions réelles. Donc ils vont passer par toutes les étapes de production d'un film, donc l'idée originale, la pré-production, donc la création des personnages, affiner un petit peu l'univers, commencer à faire un pré-découpage, gérer le rythme, rentrer en production pour les assets, faire des différentes étapes de validation au fur et à mesure de l'avancement, et puis la livraison finale au moment de la deadline. En règle générale, ils sont tellement motivés et ils ont tellement envie de bien faire qu'on a des petites pépites à chaque review, à chaque jury, on découvre des choses où c'est presque au-delà de nos attentes. J'ai eu la chance d'être invité à la projection des films de fin d'études de la promo 2025 et c'était une claque. Il y avait des émotions, il y avait de la vraie réalisation, les images elles étaient bluffantes. Il y avait aussi une 50aine de studios d'animation dans le jury, donc qui étaient présents dans la salle avec nous, dont Pixar, Sony, Fortiche, pour n'en citer que 3. Sur Insta, maintenant, je suis les films des équipes avec qui j'ai pu échanger et je vois la vie du film. Je les vois partir en festival, recevoir des prix, enfin ça fait trop plaisir pour eux, quoi. Et depuis, j'ai continué régulièrement de regarder des films des promos précédentes sur la chaîne YouTube de l'ESMA, le lien est dans la description, vous pouvez aller checker. Il
Il y a rien de tel que de regarder des courts-métrages, surtout quand on essaye d'en écrire. En tout cas, je trouvais ça trop intéressant de pouvoir fouiner dans leur process de création, de poser 1000 questions et de surtout enfin pouvoir comprendre comment est-ce qu'on goupille la production d'un film d'animation. Contrairement à des gros studios avec des départements trop développés pour pouvoir s'y projeter, là avec les films de l'ESMA, on est plutôt face à des mini-studios. Ils sont vraiment responsables de toute la production de leurs films et ils doivent s'organiser à 10 seulement pour faire tout ce qu'il y a à faire dans les temps. Ce qu'on peut dire sur la pré-prod, c'est que c'est peut-être l'étape où on est le plus en communication. En fait, c'est le moment où la communication d'un groupe est la plus importante parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on va injecter l'âme du film. Une fois qu'on a la pré-prod, tout le reste y suit. C'est un découlement. Il faut échanger forcément pour se mettre à jour sur techniquement ce qu'on est en train de faire. Mais artistiquement, ça a été presque décidé tout à la pré-prod. Et donc c'est le moment où il va falloir le plus échanger pour que tout le monde soit d'accord. On est 10 à réaliser le film. Il n'y a pas une personne qui est à la tête du projet. On n'a pas la même vision du projet. On ne peut pas se dire qu'à 10 personnes, on va avoir exactement les mêmes choses qui sortent avec un même scénario. Donc il faut qu'on soit d'accord et ça demande beaucoup d'échanges et beaucoup de dialogue, cette phase. La première étape et la plus importante qui permet de fixer la vision de tout le monde, c'est de prendre des références dans plein de projets différents, de se poser des images de projets qui existent déjà et de les mélanger. Et en fait, ça fait un peu la direction artistique du projet. Donc on va prendre pour tout ce qui est texture, tout ce qui est stylisation des formes, tout ce qui est pour les décors, pour les personnages, des références d'animation, des références de lighting, des références de plans qu'on peut retrouver dans des films pour nous aider pour le storyboard. Toutes ces images, on les pose dans ce qu'on appelle un mood board. Donc c'est une grande planche où on essaie de mettre une dizaine de références un peu ultimes et des petites références qui viennent compléter pour préciser les visions de tout le monde. La sélection des images et se mettre d'accord, c'est un travail collectif. Et une fois qu'on a fait ce travail, il y a une personne qui nettoie tout ce qu'on a fait pour se mettre d'accord. Un peu comme toutes les tâches finalement. On commence ensemble et puis après on précise avec quelques personnes qui se mettent dessus. Et c'est en se mettant d'accord sur le moodboard que l'équipe s'aligne sur le ressenti de l'histoire. Alors notre film, c'est l'histoire d'un tueur qui s'est infiltré sur un bateau pour s'emparer du navire en tuant le reste de l'équipage. C'est un film qui s'inspire du genre slasher, avec un huis clos dans le bateau. Donc on renforce cette ambiance-là d'horreur tout au long du film. Nous, notre film s'appelle Mortal Coil. Dans un monde robotique, Coil, le personnage principal, est un robot ouvrier dans une usine de démantèlement. La mort lui est devenue banale et un jour, un incident survient et un robot encore vivant arrive à son niveau sur la chaîne de démantèlement et va mourir déchiqueté. Et cela va briser son indifférence et il va ressentir le besoin de passer à autre chose. C'est l'histoire d'une petite créature qui vit dans une grotte plongée dans les ténèbres. Un monstre rôde et pour se défendre, ces créatures font de la lumière. Mais elles ne font de la lumière que quand elles vivent en groupe. Et cette petite créature qui vit avec son groupe va se retrouver séparée des siens. Et à ce moment-là, elle va devoir trouver un moyen de s'en sortir. Et le dernier film, j'ai oublié de leur demander de pitcher, donc je vais essayer de le faire pour eux. Andakara, c'est l'histoire d'une jeune népalaise qui voit sa sœur tomber du haut d'une falaise et qui refuse de la laisser partir vers le monde des morts, risquant d'empêcher sa réincarnation. Ça se passe dans les montagnes de l'Himalaya et c'est une histoire de deuil vue à travers la culture du Népal. Ma question, c'est une fois qu'on a l'histoire, quelle est la première étape pour savoir ce qu'il y a à faire pour commencer à avancer vers la production ? Déjà, on a une phase qu'on appelle le dépouillement. Ouais, c'est ça, dépouillement. Et en fait, on va lire notre scénario et on va faire la liste de tout ce qu'il y a dedans. Donc, combien on a de personnages, combien on a de décors, est-ce qu'on a des scènes de jour, de nuit, lister tous les objets qu'on a. Et ça nous permet d'avoir une première vue sur ce qu'on va devoir modéliser. C'est complexe dans le sens où le scénario est quelque chose qui évolue tout au long de la pré-production. Ça rend la chose assez compliquée d'avoir vraiment un temps fixe où on se dit « Ok, on sait, ça va durer ce temps-là ». C'est là qu'on va passer au storyboard, on va choisir nos cadrages, donc c'est un peu comme une bande dessinée de notre film, et on va choisir chaque plan de caméra, et ça nous permet aussi d'anticiper les besoins après en concept art, parce qu'on va pas passer du temps à détailler par exemple un objet d'un côté, si on réalise qu'on voit toujours le même côté au storyboard. À quelle échelle on doit le produire aussi, parce qu'on ne fait pas le même niveau de détail pour quelque chose qui sera au fond de la scène, loin, qu'on verra pas trop, et quelque chose qui sera super proche. Il y a même des assets qui auront plusieurs versions, d'ailleurs. Une version détaillée quand on les verra de près et une version moins détaillée quand ils seront loin, pour éviter d'exploser les temps de rendu. Si on a des objets qui sont présents dans plusieurs décors, on les met à contribution et on les utilise justement pour avoir moins de charge de travail. On a aussi les informations si on doit les riguer ou pas, si c'est juste des objets immobiles ou si c'est des objets qui seront mobiles. Et du coup, pareil pour l'anime, on dépouille aussi toutes les actions, on les écrit et on cherche tout ce qui est ref
d'action, body mecha, acting. Donc voilà, on fait la liste, on suit le scénario et puis on note tout. Avec vraiment un tableur où on a toutes les plantes, tous les objets, tous les décors de précis. Et avec des catégories en fonction des lieux dans lesquels on utilise les différents objets. Et par séquence, on voit s'il y a des changements de décor, des changements d'endroit, changement de lumière aussi, parfois ça nous aide à savoir. Ça nous permet de faire un peu le cahier des charges du film. Et on a régulièrement des jurys collégiaux où là, il y a vraiment toute l'équipe enseignante qui est là pour faire vraiment un tour global. C'est quelque chose qui est presque un peu intime pour les étudiants puisque c'est leurs intentions, c'est leur bébé là qu'ils mettent sur la table et puis que tout le monde va venir le regarder sous toutes les coutures, tirer dessus pour voir si ça tient, etc. Dans un studio, ce serait les leads ou les directeurs d'anime qui viendraient valider les différentes choses. Voilà, ici à notre échelle, c'est exactement le même fonctionnement. Pour un film, il faut être vraiment très organisé, très carré. C'est vrai qu'on a la chance d'être encore à l'école. On a des jurys très réguliers, donc à chaque fois on a une liste d'attente de choses qu'on doit produire pour telle date. Et ça nous donne un peu un échéancier de à quelle vitesse on doit avancer en fait pour que l'année se passe bien et qu'on bosse pas jusqu'à 3h du matin pendant les dernières semaines, voire les derniers mois. On fonctionne en rétro-planning, à chaque fois on dit tel jury, il faut qu'on ait ça, et ça nous oblige à avancer très très vite et à valider des choses rapidement. On met des ordres de priorité aussi, ce qui est vraiment urgent et ce qui, si on l'a pas, c'est pas le plus grave. Et après on voit quelle personne se met sur quelle tâche. Il y en a par exemple qui sont très rapides en modélisation, on les met dessus. Il y en a au contraire, ils sont très rapides pour faire du concept art colorié, on les met dessus. Selon les points forts de chacun pour vraiment être le plus efficace possible. On utilise Miro. C'est des espèces de grands tableaux blancs à l'infini en ligne. Donc on a toutes les images, toutes nos productions qui sont dessus. Et là-dessus, on va se faire des encadrés, on va avoir par exemple toutes nos références documentaires de décors, mais on a plein de photos par exemple de montagnes, à quoi ressemblent les plantes, les vêtements traditionnels. D'autres artistes qu'on aime bien, on aime bien comment il a travaillé la lumière sur cette image, on aime bien comment il a travaillé la couleur. Et du coup, on a aussi une grande zone où on met tous nos croquis, toutes nos recherches, et c'est là que tout le monde peut voir notre avancée. Et on a mis un calendrier à côté pour être sûr d'avoir les tâches de tout le monde juste à côté, comme ça les informations sont à disposition. Ce qui est bien, c'est qu'on a tout au même endroit. Le problème, c'est que ça devient vite très lourd puisqu'on a beaucoup d'images et ça rame un peu. On a un tableur Excel aussi avec la liste des tâches qu'on s'est attribuées et puis on coche quand on a fini. Ça nous remplit une petite barrette, comme ça on sait quand c'est fini. Là, on a un tableau Velleda dans la classe, donc c'est classique, mais on a fait la liste par catégorie. On a fait les personnages, ce personnage, on a ça à faire, et on marque à côté le niveau priorité qui le fait. Et on le voit tous les jours aussi, du coup ça nous rappelle ce qu'on a à faire. Petite pression quotidienne là. On a mis en place un outil supplémentaire qu'on a joint à F-Track. Donc F-Track, c'est l'application que l'école nous demande d'utiliser pour tout ce qui est production 3D, donc ça viendra après. Ça nous permet de valider à chaque fois l'avancée de chaque asset, de chaque animation, de chaque shot, etc. De demander des retours. Pour ceux qui connaissent Notion, ça peut ressembler un peu, on peut se faire des tâches et mettre des catégories, niveau de priorité, assigner à des gens. Et donc nous, on a créé notre propre outil pour que ce soit un peu plus instinctif. Et les deux sont liés, donc quand on met à jour notre outil, ça met aussi à jour sur F-Track. On a 2 garçons dans le groupe qui sont très portés sur la programmation. Donc ils nous ont créé plusieurs outils pour faciliter un peu la production. Donc, on a tout un système pour pas ouvrir les scènes Maya les uns des autres, ne pas risquer d'écraser des fichiers, comme ça on est sûr qu'on perd rien, pour optimiser certaines étapes aussi qui peuvent être un peu laborieuses et répétitives quand on fait de la modélisation ou quand on fait du rig. Et du coup, ce suivi des tâches, puis quand on a besoin d'un outil, on leur demande, et puis 2 jours après, il apparaît, c'est magique. Et on s'est fait des forums Discord par matière, donc on a un forum concept art, et on va avoir une discussion par personnage, par lieu, par objet. Et là-dedans, comme ça, on a tous les retours de tout le monde dans l'ordre chronologique, on met nos avancées. Et ça nous permet de communiquer ce qu'on fait constamment. Nous, 2 fois par jour, on essaie de faire un tour chacun du serveur Discord, de regarder ce qui a été fait par tout le monde et de dire ça j'aime bien, ça tu pourrais modifier ça. Et ça nous permet de communiquer, d'avoir une vue d'ensemble de tout. Et les réunions régulières dans la semaine pour vraiment faire un petit tour de table rapide, dire j'ai fait ça, je vais faire ça. Et tout le monde dit, comme ça on dit est-ce que tu pourrais plutôt faire ça en priorité, j'en ai besoin pour ensuite une autre tâche que j'ai à venir. Mais il faut être vraiment très organisé, très carré, mettre en place tout ce qu'il faut pour avancer correctement et rester dans les temps. Forcément, c'est stressant dans une production comme ça, et le stress généralement va en grandissant. Au début, c'est la pré-prod, on a l'impression d'avoir plein de temps. On est vraiment dans la création, on jette des idées en l'air, on les raffine, on les assemble, ça prend forme, c'est super chouette. Et puis, petit à petit, il faut commencer à rentrer en production, à évaluer de façon assez précise le temps que va prendre chaque étape. Et puis là, on se rend compte que
c'est un peu serré. Les problématiques techniques, les tâches qui finalement, il y a un truc qui bloquait et puis on pensait qu'en 3 heures, ce serait géré et en fait, ça fait 2 jours qu'on est dessus et ça coince toujours. Et là, il y a un petit stress qui commence à monter. Et donc c'est vrai que pour l'instant, on s'autorise un peu toutes les fantaisies, toutes les choses auxquelles on peut penser en storyboard. Mais il va vite falloir penser un peu plus technique et repenser les plans pour aller à un truc un peu plus facile. Parce que pour l'instant, on a un film qui est un peu infaisable. Mais le principal, en fait, c'est d'en avoir conscience et de pouvoir recadrer sans perdre en qualité, sans perdre en expressivité. On essaye de travailler intelligemment les choses les plus importantes, les choses qu'on voit. C'est pour ça qu'on a besoin de l'avancée du scénario et du storyboard, puis de l'animatique pour pas faire du travail inutile, pour toujours être productif. Ça permet aussi de ne pas aller trop vite et revenir en arrière. C'est vraiment avancer petit à petit sur l'intégralité et voir si tout colle au niveau des autres départements. Donc ouais, en fait, on fait plusieurs dessins, plusieurs versions. On met les images les unes à côté des autres, on découpe, on colle. Ça fait très école primaire où on est avec les colles et les ciseaux. Mais l'idée, c'est d'assembler les plans à la main. En général, on fait ça sur papier, c'est plus simple. On a une vision, on peut bouger comme des petits post-it qu'on déplace. Et puis une fois qu'on a une version un peu finale où on est content, on va voir les profs, on a des retours, etc. Puis ils nous font changer certains plans. Et l'idée, c'est aussi de trouver des façons efficaces de véhiculer les émotions. Par exemple, on a nos effets spéciaux de brume qui donnent une certaine sensation, mais qui peuvent être techniques à réaliser. Donc peut-être qu'il faut qu'on trouve une autre technique pour véhiculer la même sensation, mais d'une façon un peu plus facile et un peu plus réalisable à 10 dans le temps imparti. Mais du coup, au niveau du storyboard aussi, on a eu pas mal de soucis parce qu'on a choisi un plutôt large ratio d'écran. On avait beaucoup de plans qui étaient trop centrés, trop en face. On n'utilisait pas ce qu'on avait. Et du coup, on a recommencé presque à zéro tout le storyboard au bout d'un mois, je crois. En fait, c'est qu'aussi, on a beaucoup travaillé sur du 16/9 classique. Du coup, on est habitué à composer une image sur le 16/9. C'est vrai que élargir, il y a des moments où on se dit, là, c'est totalement vide, j'en fais quoi? Parfois, on avait tendance à tout mettre au milieu, c'est pas très beau. Donc, on a bougé ça. Mais là, franchement, le storyboard a vraiment... pas mal avancé. Ouais. Savoir ce qu'on a besoin dans les décors qu'on va voir dans le storyboard. Parce que dans l'histoire, quand on le lit, il n'y a pas marqué qu'il y a un poteau exactement ici, que dans le storyboard, c'est fait pour que dans tous les plans, il y ait toujours le même poteau au même endroit, donc on sait qu'on doit en mettre un quand on va faire la modée. À chaque fois qu'il y a des effets spéciaux, on le note. Donc on a des grosses pastilles rouges avec écrit effets spéciaux, donc on est sûr qu'il y a ça. Par exemple, je sais que le personnage que je suis en train de riguer ne va jamais courir, et que donc j'ai peut-être pas besoin de mettre en place des systèmes d'animation qui vont aider à la course. Parce que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais, je le sais grâce au storyboard. Je le sais aussi grâce au scénario, mais peut-être qu'au storyboard, on peut se dire à ce moment-là, le personnage court, même si c'était pas écrit dans le scénario, ça peut être adapté, quelque chose qui s'adapte au storyboard. Et ce n'est pas le cas parce que je connais le storyboard. Donc le storyboard a quand même une influence qui est légère, mais il y a quand même une influence sur le rythme. Ça me permet de mettre tous les plans du storyboard dans un montage vidéo. Et on le lit et on sent par exemple cette séquence ça va trop vite, on comprend rien, ou ce plan-là il est super long, ça sert à rien, tout le monde va décrocher. Ce qui est clair, ce qui veut qu'on détaille plus. Quand on fait les premières versions de l'animatique, en fait, on fait pas forcément les dessins intermédiaires. C'est des plans qui sont interchangeables et c'est surtout pour voir la durée où on les met. Donc les premières versions de l'animatique, en fait, elles sont très rapides et ça nous permet d'avancer en même temps. Et forcément, il y a des allers-retours, mais comme dans beaucoup d'étapes de la pré-production, en fait. On fait des allers-retours entre tous les pôles tout le temps. C'est par exemple en faisant des prises de vue réelles et des animatiques qu'on réalise est-ce qu'on est dans les 5 minutes ou est-ce qu'on dépasse totalement, est-ce qu'on n'est pas assez. Pas assez, ça n'arrive jamais. Mais et on va venir dessiner des images entre pour que ça soit un peu plus dynamique, pour qu'on ait plus les intentions de mouvement. On utilise des codes avec des flèches, avec des quadrillages pour voir en fonction de l'orientation de la caméra si on est en plongée, contre-plongée. Et ça permet vraiment d'avoir une idée si les plans fonctionnent correctement à l'image ou pas. C'est le storyboard, mais en version animée, pour qu'on comprenne le ressenti, les émotions, l'histoire concrètement des personnages. Ça nous permet de voir des actions qui sautent à l'image, alors que juste avec les petits dessins, on ne voit pas. Ou aussi au niveau de l'animation, comme on aura les timings, on sait combien d'images on doit avoir dans le plan, et ça va nous guider pour quel acting on va faire, quel body maker on va pouvoir faire, et ça va surtout aussi nous restreindre un peu les mouvements. Même au niveau de la musique, vu qu'on va beaucoup animer aussi avec la musique, c'est la compositrice qui va s'occuper de
de faire en sorte que ça aille avec l'animation et avec l'animatique, surtout parce qu'on n'aura que l'animatique à ce moment-là. On donne l'animatique aux musiciens et c'est ça qui leur donne le rythme. C'est pour ça qu'une fois qu'on a une animatique qui est un peu fixée, on peut pas trop la bouger. D'accord, donc il y a tout un système pour rester organisé en travail d'équipe. Il faut aussi rapidement travailler sur le storyboard et l'animatique pour bien visualiser l'intégralité du film et les besoins de chaque plan. D'ailleurs, l'avantage de faire l'animatique aussitôt, c'est qu'on a bien le temps de voir son film pour s'assurer des choix de réalisation, de rythme, de mise en scène et même de scénario. Je comprends mieux pourquoi 6 mois plus tard, le film semble aussi minutieusement réfléchi. Mais pour l'instant, c'est que de la 2D. On en est à un stade où on travaille sur un montage vidéo à base de succession de dessins. Si on continue comme ça, on aura un film d'animation 2D. Comment est-ce qu'on fait pour passer de la 2D à la 3D? Ah oui, on fait plus de dessins. En concept art, on a 2 grosses branches. On a le chara design, donc tout ce qui est en rapport avec les personnages, donc le visage, corps des personnages, mais aussi tout ce qui est vêtements, ce qu'on appelle les props, donc c'est les accessoires qu'ils utilisent, tout ce qui va être les armes, les bijoux, ce genre de choses. Moi, j'ai surtout travaillé sur les concepts des personnages. Déjà, essayer de chercher les formes qui vont bien. Une fois qu'on a les formes, il faut remplir pour mettre de la mécanique dedans. Puis une fois qu'on a toute la mécanique, faire les turns pour qu'ils puissent être modélisés. Donc avoir le personnage un peu sous tous les angles. Et après, il y a la partie décor. À quoi ressemble chaque élément du décor. Donc comment on va dessiner une plante, comment on va styliser un nuage, comment on va styliser une montagne. Mais aussi comment est organisé le décor. Et c'est pour ça que ça, on travaille aussi en parallèle avec le storyboard pour savoir comment se déroule l'action. Et savoir comment on a besoin d'agencer notre décor pour au mieux servir. Parce qu'on n'est pas limité comme en prise de vue réelle, où on a un lieu et le lieu est fait comme ça, il faut qu'on se débrouille. Là, c'est nous qui créons le lieu et on s'arrange pour si on a besoin que le caillou il soit à cet endroit, on le met à cet endroit et on décide de tout. Donc d'un côté, c'est bien parce qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut, mais de l'autre côté, il faut qu'on fasse tout. Donc c'est beaucoup de travail. Il y a aussi des moments comme le storyboard où on refait tout à zéro. On a fait un nombre incalculable de dessins qui ne sont pas utilisés au final, mais qui ont quand même servi parce qu'on sait, même si on l'utilise pas, on dit, par exemple, lui, j'aime bien les yeux, mais par exemple, ce genre de mâchoire, ça marche pas du tout. Et on sait que pour les prochains, on évite ce genre de choses. Et c'est comme ça, on fait plein, et on resserre jusqu'à trouver ce qu'on veut pour notre personnage. Et pour les décors, c'est pareil, on commence avec des petites vignettes de composition. Et moi, par exemple, là, c'est trop ouvert, là, c'est trop fermé. Et c'est comme ça, pareil, on fait des itérations. Et quand on commence à voir des choses qui nous plaisent, on détaille dedans. Et pareil, on refait des itérations pour se resserrer. Donc ça, c'est une grosse partie avec le design et la composition. Et après, il y a la partie couleur aussi, qui est une autre partie importante. Il faut réfléchir aussi aux ambiances, parce que la couleur porte vachement l'émotion et l'ambiance du moment. On a aussi plusieurs lieux différents, donc on utilise la couleur pour les séparer. Il y a ce côté où il ne faut pas trop s'attacher à ce qu'on fait, parce qu'on sait que les 99% de ce qu'on fait ne seront pas vus au final. C'est vrai qu'au tout début, c'est un peu dur, parce qu'on fait des dessins, on n'y passe du temps, en mode « non, ça marche pas, au revoir ». Donc parfois, avec la fatigue, c'est un peu dur, savoir prendre la critique sans le prendre personnellement. En fait, il faut savoir voir les dessins et savoir que les gens regardent les dessins en disant est-ce que ça marche ou pas pour le projet, est-ce que ça porte l'intention ou pas, et pas juste « ouh, tu as mal dessiné, tu es nul ». Savoir aussi faire des retours aux gens constructifs, c'est compliqué, ça s'apprend. Parce que juste dire j'aime pas, c'est pas très utile. Savoir dire cette partie-là elle marche bien pour ça, celle-là ça marche pas parce que telle raison. Et il faut à la fois penser chaque élément individuellement, mais régulièrement, il faut vérifier avec tous les autres personnages ou tous les autres décors, voir si ça marche bien ensemble. Et ça c'est aussi un travail d'unification parce que comme on a tous des styles de dessin un peu différents, de temps en temps il faut qu'il y ait une personne qui reprenne tout pour qu'on parte tous sur la même base. Et c'est une sacrée organisation. Et une fois qu'on a les concepts et que les visuels sont bloqués, on peut enfin rendre la 2D en 3D. Ouais, il y a des rythmes différents entre la partie rendue et la partie animation, parce qu'il y a toute une partie de rigging entre les deux qui prend un certain temps et qui a besoin aussi de la modélisation des personnages pour commencer. Tout est à cheval les uns sur les autres et on a besoin d'éléments essentiels de chaque partie pour continuer. Et du coup, les animateurs, ils sont un peu cantonnés à faire l'animation 2D et le storyboard. Et pendant ce temps, nous, les renderers, on peut continuer, on peut avancer la modélisation. Et comme ça, tout le groupe est occupé et avance ensemble. Ce qu'on appelle le rendu, c'est une modélisation UV, texturing, lighting. Et ensuite, la compose, c'est gérer un peu la lumière, la colorimétrie aussi de l'image. On commence par créer ce qu'on appelle des keyshots. C'est-à-dire qu'on va dessiner des plans principaux de notre film pour essayer de donner l'ambiance, les textures qu'on a envie d'avoir sur le résultat final. Et ensuite, on produit seulement les assets qui sont à l'intérieur de ces keyshots. On fait un premier jet de texture, un premier jet de lighting. On essaie d'assembler tout ça et on commence par rendre une seule image. Donc on appelle ça un master shot, c'est le keyshot mais en version 3D. Et une fois qu'on a ça, ça nous donne une idée un peu de si l'ambiance et l'atmosphère qu'on voulait créer avec notre direction artistique
fonctionne en 3D. La modélisation, c'est, je dirais, le début de la production. C'est l'une des parties les plus, j'ai envie de dire, fastidieuses, dans le sens où ça ressemble à notre personnage qui est 2D. À la base, on a des formes simples. Et pour peaufiner, c'est réfléchir à comment avoir la même ressemblance, la même âme, j'ai envie de dire. Faut voir les proportions. Moi, en ce moment, je suis en train de faire les décors. Donc, le layout, c'est mettre des objets très simples, donc des cubes, des sphères, pour faire la totalité de notre décor, pouvoir le peaufiner par la suite. Quand on modélise, il faut penser qu'il y a des personnes juste après. Donc le rig, l'animation et aussi le texturing. Donc le texturing, c'est faire la couleur. Pour faire ça, j'ai fait aussi les UV. C'est réfléchir où sont les plis, savoir où est-ce que ça doit plier. Sur des planches de bois, par exemple, c'est un peu plus facile vu que c'est des surfaces planes. Sur les personnages, il y a toujours plus de danger. Vu que c'est de la géométrie organique, c'est possible d'avoir certaines déformations. On prend donc un objet et on fait son patron comme en couture. Donc c'est vraiment mettre l'objet à plat, déplier l'objet en le découpant stratégiquement pour qu'il soit bien à plat devant nous et qu'on puisse projeter les textures proprement dessus. Et qu'ensuite, quand on remette le patron sur l'objet, les textures soient propres, se collent bien dessus. Donc on a des textures de cubes, un damier en noir et blanc qu'on projette dessus et comme ça on voit si les cubes sont propres. C'est que la texture va suivre. Et s'ils sont un peu étirés, c'est que la texture va s'étirer de la même manière. Donc faut découper stratégiquement. Et... Auparavant, on découpait les UV de manière à ce que les coutures soient pas visibles à la caméra, pour que si on ait des problèmes d'UV, ça se voit pas. Maintenant, avec les logiciels, on peut faire nos textures en 3D directement, c'est-à-dire on peint sur le modèle, et donc les coutures des UV sont moins importantes, vu que d'un côté et de l'autre de la couture, il y aura exactement la même texture. Ça matchera parfaitement et les coutures seront invisibles. Mais il faut quand même faire attention aux coutures, qu'au maximum elles soient pas visibles par la caméra. Donc la modélisation, les UV, les textures, c'est pour créer les assets en 3D, mais une fois en 3D, les personnages, faudra bien les animer, non? Du coup, moi, là, actuellement, je bosse sur le rigging, c'est l'étape de création du squelette des personnages. Je m'occupe actuellement d'un quadrupède et il va falloir que je crée donc son squelette. Une fois avoir créé son squelette, il va me falloir créer des contrôleurs, des outils en fait qui vont permettre d'animer le personnage de manière agréable pour l'animateur. Parce que l'animateur, il va pas avoir envie d'animer chaque os du squelette indépendamment. C'est très désagréable à faire. Et du coup, mon travail en tant que rigger, c'est de créer ces contrôleurs qui vont automatiser plusieurs mouvements, plusieurs déplacements du squelette. Donc moi, mon travail, en fait, c'est de faire en sorte que les robots bougent d'une façon acceptable pour les spectateurs et de rendre le travail plus facile pour les animateurs. Avec les robots, c'est un peu plus challengeant parce qu'il y a beaucoup de mouvements qu'on doit inventer et faire en sorte qu'ils soient pas trop bizarres. Donc si on a des mouvements avec le bras qui se plie 3 fois, par exemple, ça peut vite donner un effet un peu monstrueux. En mécanique, en général, on décompose les mouvements. Donc par exemple, pour nous, un bras qui bouge comme ça, les articulations, elles sont un peu toutes au même endroit, c'est au niveau de l'épaule. Alors que sur un robot, on va la découper, il y a une partie de l'épaule qui va monter comme ça, une partie qui va faire ça, une partie qui va tourner comme ça. Et l'idée, ce serait que pour les animateurs, il y ait un seul contrôleur qui gère tous ces mouvements, qu'ils n'aient pas à animer tous les mouvements décomposés du robot, etc. Donc mon travail, c'est de simplifier et d'automatiser au maximum. Le plus gros risque, c'est de faire exploser la modé, en fait. Il y a des choses, une fois qu'on les a cassées, on les a cassées. Le plus simple à expliquer et le plus intuitif à comprendre, ce qu'on appelle, nous, FKIK. L'IK handle, c'est prendre à l'envers notre squelette. Et donc, en fait, quand on va tendre le bras comme ça et qu'on va prendre le contrôleur qui est ici, qu'on va le tirer vers l'arrière, le bras va se plier automatiquement. Ça automatise toute la chaîne du bras, en fait. Et quand on bouge le corps, le bras reste à sa place. Et c'est des systèmes qui peuvent facilement casser, notamment avec le bras qui part dans l'autre sens ou la géo qui se déplace par rapport au squelette qu'on a posé à l'intérieur. Souvent, ce genre de problème, c'est dû à des cycles dans les contrôles. Les bones contrôlent des contrôleurs qui contrôlent des bones, etc. Et quand on fait des retours arrière, en fait, les retours arrière ne fonctionnent pas, donc il faut tout recommencer depuis le début. Tout ça, ça fait déjà beaucoup de travail, mais c'est pas fini. Tout à l'heure, on a entendu parler de recherche et développement, ou R&D. Dans les grandes lignes, on sait qu'on aura de l'eau, on sait qu'on va avoir de la simulation de close, du sang. Donc c'est vraiment avec l'animatique après qu'on va prévoir sur quel shot va apparaître quoi et combien de temps. Donc on commence à faire des recherches, à préparer des outils, à l'intégrer dans le pipe, tout ça, et à savoir à peu près comment ça marche. Mais après, on le pousse pas encore totalement. Mais oui, on démarre quand même à faire des recherches, tout ça, au moins documentaire. Ça, on en a aussi bien, par exemple, on a une personne qui s'occupe du poil. Et comme on a un film un peu stylisé, on peut pas faire quelque chose d'hyper réaliste. Et il y a un énorme travail de recherche sur comment on le fait, comment on le fait bouger. Est-ce qu'on modélise, est-ce qu'on modélise pas, est-ce qu'on le simule? Et c'est plein de questions qu'on se pose et on fait des tests pour voir si ça marche pas. Pareil pour les simulations, par exemple, d'eau. Comment on stylise de l'eau,
On fait des tests pareil et on fait par exemple des mini cascades, voir comment ça coule, en bougeant des paramètres, comment ça rend. Il était question soit de faire une broyeuse, soit de faire un compacteur pour le métal. On aimerait en tout cas que ça soit plus une broyeuse parce que c'est plus gore, mais c'est quand même beaucoup plus technique à faire à l'écran, d'avoir du métal qui se broie. Donc il y a eu toute une phase de R&D à chercher un peu sur différents tutoriels, ce qui pouvait être fait. Il y a quelques ajustements à faire sur le côté réaliste du métal. On sait que ça fonctionne et que c'est juste quelques curseurs à bouger. Du coup, je suis reparti sur la pré-production parce qu'on sait que c'est réalisable et qu'on peut passer à autre chose en attendant d'y revenir dessus. Et après, il y a aussi la partie, ce qu'on appelle pipeline, c'est l'organisation de tous les fichiers. Parce que y a une personne qui fait les textures, une personne qui fait la modélisation, une personne qui anime, mais à la fin, il faut tout mettre dans la même selle et rendre l'image finale, et c'est pas évident du tout. Le pipeline 3D, en tout cas, c'est imaginer de la modélisation au compositing et même à la sortie presque en cinéma, toutes les étapes qu'il nous faudra, l'interportabilité entre les différents logiciels et les différents acteurs pour que tout coule de source avec le moins de soucis possible et le plus de facilité pour les artistes et améliorer le plus leur productivité. Donc c'est la création d'outils pour les aider au maximum, pour qu'ils aient moins à fouiller dans les fichiers et plus à produire et à texturer ou à lighter. C'est réfléchir à la production en amont pour déceler les problèmes et que quand on rentre dans la production, on sache où on va et on sache quoi utiliser à quel moment. C'est en fait regrouper les rigs, regrouper l'animation, regrouper le rendu, regrouper le lighting, que tout soit mis dans le même sac et que ça ressorte bien. Quand on veut faire un rendu, on a juste quelques boutons sur lesquels appuyer, renseigner les informations de focale, de temps de rendu, etc. Et ça lancera directement sur la ferme de rendu au sein de l'école et on recevra une notification quand ça sera fini. Donc il y a un suivi derrière pour faciliter la tâche et savoir quand ça fonctionne ou quand ça fonctionne pas. Si par exemple une personne du groupe a modifié la modélisation ou a fait des textures ou modifié les textures, en fait ça va s'update automatiquement. Le souci avec ce genre d'outils, c'est qu'il faut une rigueur tant dans la nomenclature que dans la hiérarchisation. Il faut vraiment que tout soit nickel. Et s'il y a une chose qui est mal renommée, ça peut tout corrompre la scène, plus rien ne marche. Donc c'est pour ça qu'on a une personne dans l'équipe qui s'est occupée de faire des outils pour être sûr que tout est bien renommé, tous les fichiers sont bien rangés au bon endroit, être sûr que chaque objet a le bon nom, donc on a des fiches aussi de nomenclature. Si c'est une géo, on doit l'appeler géo, si c'est une plante, on doit mettre tel suffixe à la fin. Donc ça nous aide à nous organiser et à être sûr que tout puisse communiquer d'un département à l'autre. Donc ils ont tout automatisé pour éviter qu'on ait à gérer ce genre de problème pendant la production, parce que quand ça survient, ça peut partir sur une journée de debugging, surtout si ça arrive en fin de production où il y a un peu tout qui doit être fait en même temps. Et une fois que tout ça est fonctionnel, que le pipeline fonctionne, on peut enfin avoir une image animée. Comment est-ce qu'on arrive à la version finale d'un plan? Après avoir fait les textures et la lumière, on va faire d'abord des tests dans nos logiciels pour voir si tout fonctionne parfaitement, la lumière. Après ça, on va sortir des passes, donc c'est-à-dire on va essayer de fragmenter un petit peu le rendu pour pouvoir avoir un maximum de contrôle au compositing. Donc le compositing, il vient après avoir rendu les images avec tous ces calques, on va dire, les calques personnages. Dans le calque personnage, on aura un calque pour chaque lumière. Comme ça, on aura vraiment un contrôle le plus optimal. Le compositing, c'est la dernière portion de la production où on va gérer à la fois le grading, donc toutes les couleurs. Si tout le film est bien harmonisé en termes de couleurs, gérer les derniers niveaux de lumière, on pourra encore changer un peu l'intensité des lumières, vu que chaque artiste travaille sur des shots séparés. Il faut qu'à la fin, tout fonctionne bien. En général, dans la production, on fait pas forcément le lighting et le compositing. Nous, on est un petit groupe, donc c'est possible. Mais dans des plus grosses productions, le compositing est fait par d'autres artistes. Si on veut pouvoir modifier après le rendu les lumières, il faut d'abord sortir le shot fragmenté pour avoir le plus de contrôle possible. Et puis on va rajouter des effets photoréalistes comme l'aberration chromatique et lens flare, donc des éclats de lumière. On est un peu libre là-dessus. C'est une question aussi un peu de temps de rendu, on va dire. Tous ces effets-là, on les incruste après parce que c'est de la 2D et demi, c'est-à-dire qu'on a toutes nos passes, mais on rentre plus trop dans l'image et donc c'est moins gourmand
que si on rendait ça avec l'aberration chromatique ou avec du grain, ce genre de choses. C'est des effets en plus pour casser le côté 3D, revenir un peu à la réalité. Dans d'autres productions où c'est plus stylisé, il y a encore plus d'enjeux au compositing pour rajouter des effets 2D, des coups de pinceau, des textures peintes, des surfaces qui émettent plus de lumière. Et tout ça, on peut le voir en compositing. Quand Arcane est sorti, tous les étudiants voulaient faire du Arcane. Tous les étudiants voulaient faire des effets d'explosion stylisée, moitié dessin, etc. Évidemment, hein, c'était quelque chose qui était formidable et ça a été une inspiration pour énormément d'étudiants. Mais ça veut pas dire qu'il fallait venir calquer tous les films sur ce truc-là, évidemment. Justement, ce qui est intéressant, c'est de venir s'inspirer de leur démarche plus que de vouloir copier le résultat. On va essayer de trouver quelque chose qui nous soit propre, quelque chose de plus personnel. Maintenant, les films peuvent avoir un peu la même liberté que ce qu'on a en 3D. Maintenant, c'est vrai que c'est surtout sur la DA, le travail des textures, qu'on a cette liberté, le travail des formes, de la stylisation. Et c'est ça qui est intéressant en 3D, en fait, c'est de pas forcément faire un film ultra réaliste, de pouvoir mettre une touche vraiment artistique, de se retrouver limite face à une peinture qui s'anime, plus que devant un film super réaliste. On a, comme tu disais, tout le travail de déformation qu'on peut rajouter. On peut rajouter des effets aussi sur le nombre de frames. Je pense par exemple au chapeauté, le numéro 2. Quand il court sur les toits, où on a un décalage du nombre de frames entre la caméra et les actions, où le personnage passe dans 12 frames par seconde par exemple, ça donne un effet saccadé, ça augmente le dynamisme et tout. Donc en fait, c'est surtout sur des effets de style qu'on a cette liberté. Et c'est là que l'animation 3D devient très intéressante. Ça donne tellement envie, il y a tellement de taf. D'ailleurs, je l'ai coupé au montage, mais il y a aussi les premières recherches de sound design, de compositeurs pour faire la musique du film. Mais ça, c'est aussi un petit peu de la production, donc peut-être qu'on en parlera une prochaine fois. Merci encore à l'ESMA et aux étudiants qui ont bien voulu répondre à mes questions. Moi, j'ai adoré en apprendre plus sur la préparation de la production 3D et j'espère que c'était aussi intéressant pour vous que pour moi. Bye.